Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on retourne à nos vidéos traditionnelles. Je vous parle de mes dernières lectures. Donc, je vous ai fait mon défi, je vous ai fait mon top 10. Mais là, je retourne à mes lectures et je vous parle de mes premières lectures de 2026. Oui, on retourne au programme principal. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai trois livres à vous présenter que j'ai lus. D'abord, La pouponnière d'Himmler de Caroline de Mulder. Ensuite, Mademoiselle Spencer de Christine Orbon, pour terminer, Marilyn au-delà des mensonges de Frédéric, le son de famille, c'est Debomé. Sans plus tarder, on part ça, premier livre. Première lecture de 2026, c'est La pouponnière d'Himmler de Caroline de Mulder. C'est publié en 2025. Erreur 2024. Mon Dieu, la madame, elle commence l'année, puis elle est déjà mêlée. J'ai beaucoup aimé ce roman-là par rapport à son aspect historique et je l'ai trouvé très touchant, très sensible, très humain. Avant de vous parler du roman, juste vous dire que ça tourne autour des Lebensborn. Donc, avant de vous parler, il faut que je vous explique le Lebensborn, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc, les Lebensborn, c'était des institutions créées par les nazis. Ça a été créé en 1935. C'était comme des établissements, des endroits, des foyers, des maternités qui étaient créés dans le but de développer puis de contrôler une genre de race ultime des Ariens, des gens blonds aux yeux bleus, à la peau pâle, aux traits pâles, traits peuvent pas être pâles, très fins, et tout ça. Donc, il y en avait dans plein d'endroits d'Allemagne et plein d'endroits où ils avançaient sur des territoires. Et d'où le titre, le créateur, c'est Himmler. Himmler, c'est le petit monsieur ici. C'était un très haut placé du régime nazi. Là, c'est hyper complexe comme affaire. Je vous en fais un gros résumé, mais gardez en tête que c'est vraiment plus complexe que ça, là. Il me manque un peu de notions. Faudrait que j'aille comme 4000 heures pour vous en parler, mais je vous fais comme un court résumé. Donc, c'était, comme je vous ai dit, des endroits, des foyers qu'on peut considérer comme des maternités où des femmes venaient accoucher de leurs enfants de manière, des fois anonymement, des fois non. C'était des femmes qui représentaient des traits, pas des capacités, des traits ariens. Donc, qui étaient considérés comme un idéal allemand. Ça peut être des femmes qui étaient enceintes de SS, de haut placés, que ce soit de la police ou whatever, de d'autres endroits. Mais ça peut être aussi des femmes qui étaient enceintes d'hommes allemands, et qui représentaient, ou pas allemands, mais qui représentaient un idéal physique. Donc, dans le fond, ce qu'on voulait, c'est leurs enfants qu'elle allait mettre au monde. Parce que si elle représentait l'idéal physiquement, elle devrait mettre au monde un enfant qui représentait l'idéal. Et des fois, ces enfants-là, là, c'est ça, je suis pas sûre, là, ils les prenaient, puis ils les faisaient adopter par des familles allemandes, nazies, mais je pense que certaines femmes pouvaient le garder. C'est là où je manque un peu d'informations. Mais il n'y avait pas juste des femmes qui venaient accoucher, il y avait aussi des enfants qu'on disait orphelins, mais qui n'étaient pas orphelins parce qu'ils avaient été enlevés de familles, des familles quand le territoire s'agrandissait, par exemple, des Polonais, des familles de Polonais. Ces enfants représentaient un idéal physique à rien, donc ils les prenaient, ils les enlevaient. Ils n'étaient pas des vrais orphelins, ils les avaient juste kidnappés et ils les faisaient adopter par des familles allemandes parfaites. Tout ça dans le but de développer, créer, augmenter cette dite race aryenne supérieure. Et là, par rapport au roman, c'est là que ça part. C'est un roman choral où on suit trois personnages. Il va y avoir René, Elga et Marek. René, c'est une jeune Française qui a eu une relation sexuelle avec un Allemand et qui est tombée enceinte. Mais lui, il a sacré son camp, le petit bonhomme. Donc elle se retrouve enceinte, mais elle lui écrit et il lui dit, va dans ces établissements-là. Parce qu'elle, elle a été rejetée de sa famille, elle a été rejetée par la culture française, comme quoi elle a trahi la nation, elle est enceinte d'un Allemand quand la France était sous domination allemande. Donc, Renée, elle, se retrouve dans cet établissement-là. Elle va vivre sa grossesse là-dedans. En deuxième lieu, il y a Elga. Elga, c'est une Allemande qui, là, elle n'est pas infirmière. Mais moi, je trouve que sa job, ça ressemble pas mal à celle d'une infirmière. Mais dans le roman, elle n'est pas infirmière parce qu'il y a des personnages qui sont infirmiers, infirmières, mais elle l'est pas. Puis le titre qui la décrit, c'est allemand. Puis je sais pas ce que ça veut dire. Mais moi, dans ma tête, elle est infirmière. Puis Elga, elle fait tout pour cet idéal-là, mais elle est un peu naïve, un peu complètement aveuglée par cette vision-là, quitte à fermer les yeux sur des situations qui sont un peu douteuses, un peu pas très morales. Mais elle va fermer les yeux parce qu'elle est complètement obnubilée par cette idéologie, cette doctrine-là. Elle est même très proche du médecin qui gère le Lebensborn. Et en dernier, on va avoir Marek. Marek est un homme qui était prisonnier à Dachau et qui a été sorti de Dachau pour venir travailler à l'extérieur, autour du domaine. Et lui, son seul but, c'est de ne jamais retourner à Dachau. Il meurt de faim, il est traumatisé par ce qu'il a vécu là-bas. Il voudrait s'en aller, mais il sait que ce sera peut-être pas possible. Il va sûrement peut-être mourir. Il vit dans l'idée qu'il a quitté une femme qui était enceinte, il veut les revoir. Et à travers ces trois personnages-là, on se rend compte que la guerre finit bientôt. Et bien, les Alliés avancent, puis il y a des Lebensborn qui se ferment, puis ils viennent tous dans celui du roman, dans le principal, et ça commence à faire une surpopulation. Puis on commence à
plus tant triper sur cette idée-là, poser des questions, plus être trop sûr, voir des situations qui sont un peu douteuses. J'ai aimé le roman parce que, justement, pour son aspect historique, on voit comment ça se passait, comment était la vie de tous les jours là-dedans, comment il y avait des médecins, on étudiait les femmes, on les mesurait, on regardait leur grossesse, on éliminait ceux qui représentaient pas cet idéal-là, puis c'était fait d'une façon un peu immoral un peu. Il y en a une qui est enceinte d'un petit bébé qu'on voit qui survivra pas. Ils l'enlèvent, ils disent on va le mettre dans une institution. Puis finalement, ben, on comprend qu'ils l'ont tué, cet enfant-là. Et c'est intéressant sur cette doctrine-là qui va tout faire, n'hésitera pas à éliminer ceux qui ne représentent pas, comme dans l'exemple que je viens de vous donner. Donc, ça donne un aperçu de ce pan de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale qu'on connaît pas tant que ça, finalement. Qu'on commence à découvrir un peu plus parce que on voit la guerre et tout ça, mais à côté de la guerre, il y avait toute une doctrine nazie aussi. Donc, La pouponnière d'Himmler de Caroline de Mulder, moi, je vous le conseille, un très bon roman historique. Deuxième roman que je vais vous parler, c'est Mademoiselle Spencer de Christine Orban. Donc, au début de Mademoiselle Spencer, c'est Lady Diana. Donc, c'est une fiction historique publiée en 2025, donc c'est tout récent. Fiction historique, je disais biographie romancée aussi un peu. Moi, Lady Diana, je la connaissais de nom. J'ai jamais été fan, j'ai jamais été si curieuse que ça. Tu sais, je connaissais les grandes lignes parce que, tu sais, ça a tellement été médiatisé. Quoique, tu sais, j'étais même pas née quand elle était mariée, j'étais pas née dans ses déboires. À sa mort, j'étais très, très jeune, mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué personnellement. N'empêche, ce roman-là me captivait un peu parce que je me disais, ah, ça a l'air quand même intéressant. Et ça l'était. C'est un roman qui se lit super bien. C'est un genre de page turner. On veut savoir la suite, on veut savoir ce qui va se passer par la suite. Donc, comme j'ai dit, c'est une genre de biographie romancée. Ça commence à sa jeunesse, très, très jeune fille. Je pense qu'elle a 11 ans quand elle voit pour la première fois le prince Charles, jusqu'à pas sa mort, mais sa dernière entrevue, mais sa première et dernière entrevue qu'elle a donnée, la fameuse entrevue scandale où elle révèle tout à un journaliste, puis là, ça l'éclate. Moi, je vous dis, c'est super addictif comme roman, ça se lit super bien, mais je pense qu'il faut garder en tête que c'est juste la vision de la princesse, de Lady Diana. Là-dedans, ni Charles, ni le prince Charles, ni la reine Élisabeth s'expriment. Je pense que dans la vie, faut, tu sais, oui, sa vie a pas été facile, mais faut garder en tête que ce n'est qu'un point de vue. Mais malgré tout, on comprend que Colin était beaucoup trop jeune là, pour embarquer là-dedans, beaucoup trop naïve. Elle a été dévorée, écrabouillée, détruite par cette monarchie-là, par ce système-là, par ce monstre-là qu'est la monarchie britannique. C'était un mariage forcé, arrangé, mais elle était trop jeune pour s'en rendre compte. 19 ans, je m'excuse, à 19 ans, j'étais trop tarte pour me rendre compte de bien des affaires. On comprend aussi que Charles a été peut-être embarqué là-dedans aussi, mais peut-être que lui, il aurait eu un peu plus de pouvoir à empêcher ça. Puis il était, lui, là, je vais dire, lui aussi une victime de ça, mais tu sais, qu'on le veuille ou pas, oui, là, d'une certaine façon, là. On dirait que Diana, c'était la fin du vieux système britannique de femmes qui se taisent, de mariage arrangé. Là, je sais pas, moi, je suis pas dans la monarchie britannique. On m'invite même pas. Moi, je vais à Londres, on m'invite même pas à un souper à Buckingham. Je suis insultée. Toujours prête. Une belle robe, toute, pour être bien tranquille, on m'invite jamais. Puis quand même, je suis pas n'importe qui, moi. Moi, je suis Sabi qui parle de livres sur Internet. Il me semble que je mériterais une invitation, non? Mais bon, ce qu'on peut lui donner en lisant ce roman-là, c'est qu'elle a quand même refusé de se taire. À l'époque, on demandait justement aux femmes d'endurer. Ton mari va te tromper, va falloir que tu te taises, que tu vois des choses. Puis elle a quand même refusé. On comprend qu'elle a refusé parce qu'elle rêvait du prince, qu'on lui a menti. Est-ce qu'elle a refusé pour vraiment mettre à terre une monarchie ou elle a refusé parce que ça brimait ses émotions? Mais quand même, elle a quand même refusé et elle a parlé et elle a dénoncé. Donc, comme j'ai dit, ça se lit super bien, mais j'ai quand même l'impression qu'on saute vite sur des éléments de sa vie. Moi, je ne connais pas les détails là, de sa vie. Fait que j'ai l'impression que des fois, au début, c'est très, très, très détaillé, puis après ça, boum, on saute à un autre, on saute à un autre. Parce que ça a quand même duré quelques années, là. Elle s'est mariée en 81, puis la vidéo, l'interview, elle est morte en 97, je pense, c'est peut-être je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, 94, 95. Puis je trouve que dans l'espace de 14-15 ans, on saute beaucoup d'étapes. Moi, j'aurais demandé plus de détails. Mais en même temps, tu sais, j'ai rien qu'à lire une biographie. Ça, à un moment donné, lève ton cul puis va chercher une biographie. Mais bon, ça serait juste ma petite critique du livre. Mais Mademoiselle Spencer de Christine, pourquoi je le dis en anglais? Christine Orban. Bon livre, intéressant, pour en découvrir un peu plus sur la vie de Lady Diana. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est un essai hyper intéressant que j'avais vu au Salon du livre de Montréal, que j'ai noté, que j'ai lu à la bibliothèque. C'est Marilyn au-delà des mensonges de Frédéric Debomy. Sous-titre Fantasmes et manipulations autour d'une icône. Donc, on se souvient, c'est un essai, là. C'est pas une biographie, c'est pas un ouvrage historique, c'est vraiment un essai sur l'image de Marilyn Monroe. D'abord, l'auteur, c'est un essayiste, un scénariste de bande dessinée. Puis, de ce que je lis en arrière, c'est qu'il consacre beaucoup de son temps à essayer de déconstruire
Là, déconstruire des lieux communs, donc genre des mythes, des histoires comme ça. Dans ce livre-là, il va revenir sur l'image de Marilyn Monroe, comment elle a été utilisée, comment à son décès, on a utilisé, on a manipulé son image, on a raconté n'importe quoi sans se fier à des sources nécessairement sûres. Des sources qui sont jamais vraiment sûres parce que Marilyn Monroe n'est plus là pour préciser, dénoncer ou dire si c'était vrai ou c'était pas vrai. La seule chose qu'on peut se fier, c'est des gens qui l'ont vraiment fréquenté, puis en même temps, est-ce que c'est une source sûre? Je sais pas. Mais il y a des sources plus sûres que d'autres, évidemment. Et en même temps, il revient sur comment on a fantasmé Marilyn Monroe. On l'a utilisé, que ce soit pour faire de l'argent ou devenir célèbre. Et il y a une idée que je trouve quand même intéressante, qui moi aussi je me suis posée en étudiant l'histoire beaucoup, c'est à quel point on peut dire n'importe quoi sur une personne décédée sous l'idée qu'elle était célèbre et qu'elle est devenue comme Marilyn Monroe un mythe. Puis c'est une question qui se pose à bien des personnages historiques. Est-ce que la liberté d'expression donne le droit de ne pas respecter la mémoire d'une personne décédée? Donc, quand on est mort, est-ce que notre image, est-ce qu'on était, nous appartient? Là, vous allez dire, on est mort, on s'en calisse. Moi, mais en même temps, dites ce que vous voulez sur moi, je suis plus là. Mais en même temps, c'est quand même une question morale qui se pose. Tu sais, moi, je me suis toujours posé dans l'histoire que ça soit genre Marie-Antoinette, Cléopâtre, whatever, Napoléon, Charlemagne, Jésus, nommez qui vous voulez, ces gens-là sont plus là pour défendre ce qu'ils étaient et à travers l'histoire, on a repris leur image, que ça soit politiquement, monétairement, pour devenir célèbre, pour vendre. Même des fois, je me disais, je lisais à un moment donné, je voyais un livre, c'était les mémoires, les lettres, la correspondance de Marie-Antoinette, puis je me disais, mais tu sais, quand t'es décédé, je sais, c'est des lettres que tu as écrites, et là, on les publie sous l'idée que tu es célèbre. Là, je sais que je suis pas naïve, la correspondance officielle, c'est souvent pas du tout la correspondance plus personnelle. Mais quand même, il y a quand même quelque chose qui est une correspondance personnelle qu'on se permet de publier, et on n'est plus là pour défendre nos propos, pour dire, est-ce qu'on ne s'appartient plus à la fin? Est-ce qu'on appartient au public? Et bon, pour revenir au livre, l'auteur va aller voir dans ceux qui ont fait de la fiction, que ce soit, mettons, Blonde de Joyce Carol Oates, ou Norman Mailer a fait un roman. Il y avait, je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais Schneider qui a fait aussi un livre. Il va aussi aller dans ceux qui ont fait des pseudo-documents historiques, pseudo-biographies, où il va voir leurs sources, puis il va dire, ouais, mais pas tant des sources fiables. Ils ont affirmé des choses, que ce soit par rapport à la mort de Marilyn Monroe, en disant oui, c'est les Kennedy. Puis il dit, mais temps. Les sources qui sont plus fiables parlent pas de ça. On va dans du racontage de sources qu'on dit ah mais elles existent mais elles étaient pas là. Il revient aussi sur la femme qu'elle était parce que tout ça ça contribue à créer un mythe, à créer une image qui est pas tout à fait vraie. Marilyn, certains vont essayer de la rendre idiote, complètement une blonde stupide en omettant toutes les choses qu'elle a fait qui étaient plus intelligentes, mais d'un autre côté aussi certains essaient de la rendre plus intellectuelle. Tu sais, on la voit souvent en train de lire des livres et tout ça. Mais en même temps, on essaie de capitaliser sur un côté ou sur un autre. Et aussi, des fois, il dit des sources disent qu'elle n'a pas toujours été si angélique que ça. Des fois, elle a eu des phrases dans l'intimité quand même assez dures sur certaines personnes. Il est pas tendre non plus à l'égard des fictions, pas tendre à l'égard de ma grande chum Joyce Carol Oates là, non plus, qui a écrit Blonde, qui est trash. Oates est toujours trash, mais il dit, il la rend hyper sexualisée, limite un peu je sais pas, j'ai pas lu le roman, mais je vais le lire quand même. Je suis contente d'avoir lu ça avant pour pouvoir lire le roman sous un autre angle. Il y a Norman Mailer qui s'en est servi, où dans ces deux auteurs-là, ils inventent des scènes qui ont pas eu lieu. Et petit aparté aussi à côté par rapport à ça, il critique aussi le féminisme qui reprend Marilyn Monroe en la montrant comme une femme à l'aise dans son corps, qui avait pas peur de sa sexualité, mais en même temps, il y a une question intéressante à dire, oui, mais tu l'hypersexualises, tu lui fais faire des choses qu'elle aurait peut-être pas faites, en prétendant qu'elle était bien dans son corps, en mettant une sexualité ouverte, hem, sans tabou, alors qu'était-elle là pour témoigner de ça c'était correct, ça c'était pas correct. Donc il y a quand même des mouvements féministes qui la reprennent. Je dis pas qu'il faut pas non plus voir Marilyn Monroe comme seulement une victime, mais il y a quand même des questions intéressantes qu'il y a apportées. C'est un ouvrage intéressant, mais c'est pas un ouvrage qui est non critiquable. Moi, mon idée, j'aimerais ça peut-être le comparer à d'autres idées, d'autres versions. J'ai l'impression qu'il veut énormément défendre Marilyn Monroe. Il y a certains tons que je trouve exagérés. Mais à un moment donné, moi, c'est dur ce que je veux dire, mais je pense que quand tu es une célébrité ou un mythe, malheureusement, tu tombes dans une appartenance à tout le monde. Je pense que la liberté d'expression fait qu'on peut tout faire. Je pense que c'est à l'auteur d'être critique ensuite. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un impact par rapport à tout ça parce qu'on peut pas tout lire sur un même auteur. Il y avait raison que certains biographes, ou je sais pas trop, amènent des points sans
critiquer leurs propres sources, ils les amènent comme si c'était quelque chose de vrai, donc finalement le lecteur finit par croire, alors que si c'était confronté, mais je pense que c'est un super livre. Si vous vous intéressez à Marilyn Monroe, c'est un livre super intéressant à consulter. C'est tout petit, c'est 150 pages, 140 pages. Puis il y a beaucoup d'autres livres dans cette collection-là, des éditions Nouveau Monde, que je vais sûrement aller chercher. Mais si vous êtes intéressé par Marilyn Monroe, je pense que c'est quelque chose à lire. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. C'était les 3 livres dont je voulais vous parler. Mes premières lectures de 2026, ça commence quand même assez bien. Encore une fois, je vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de découvertes et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.